le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous sur l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour inconditionnel de soi, mais aussi des autres, et sur la notion de responsabilité, être responsable de son propre bonheur. Alors ce partage, c'est marrant, m'a été soufflé, ou en tout cas sans qu'elle en ait conscience, par une amie ce week-end sur une situation qui a réveillé quelque chose chez elle et qui m'a dit, mais Chris, comment tu arrives à avoir autant de détachement par rapport à cette situation-là? C'est pas inné, ça se travaille. Je ne suis pas parfaite non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes ou des situations qui arrivent encore à me mettre en réaction. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je n'ai pas la prétention d'être guérie de toutes mes blessures. Euh, mais en tout cas, ça m'a donné envie de partager avec vous sur ce que je travaille depuis des années et des années pour atteindre ce détachement-là par rapport à certaines situations, à certaines personnes qui jouerait le rôle d'effet miroir, c'est-à-dire, alors c'est assez marrant parce que je venais de finir ma vidéo partage sur l'effet miroir, que je n'ai pas partagé encore et que du coup je partagerai après ce partage-là, sur toutes les personnes que l'on rencontre au cours de notre existence qui sont placées sur notre chemin justement pour éveiller quelque chose en nous qui n'est pas guéri, ou en tout cas qui serait là aussi en tant que test de l'univers pour vous montrer où vous en êtes de votre guérison dans vos blessures. Et donc il y a ces personnes-là qui viennent réveiller cette blessure-là. Soit elle vous met en réaction et vous pouvez vous poser la question finalement, si ça met en réaction, qu'est-ce que ça réveille chez moi? En quoi ça fait écho? Quelles émotions ça fait ressortir? Est-ce que ça fait ressortir de la tristesse, de la colère, j'ai envie d'avoir de la compassion envers cette personne, de l'empathie, ou est-ce que j'ai plutôt envie d'être en colère vers cette personne-là? En tout cas, qu'est-ce que ça fait écho en moi? Et quand on commence à rentrer dans ce mode de questionnement-là, on n'est plus déjà dans le jugement de l'autre, dans le jugement de la personne ou de ce qu'elle vit, mais on se retourne vers l'intérieur de soi et on essaye de voir ses propres peurs. Qu'est-ce que ça réveille comme peur pour moi? Qu'est-ce que ça réveille en moi qui n'est pas encore guéri? À quoi ça fait écho? Et donc, on n'a plus envie, je ne sais pas si pour certains ça parle, le triangle d'Aslo, ce fameux triangle bourreau, victime, sauveur. C'est-à-dire que quand on sort de ce schéma-là, en fait, quand on rencontre une personne qui vit une situation, qui nous la partage, une situation qu'on peut ne pas comprendre, mais qu'on décide d'accepter parce qu'on n'a plus envie ni d'être la victime de cette personne-là ou de cette situation-là, on n'a plus envie de s'imprégner en tout cas de ces énergies toxiques. C'est pas que les énergies sont toxiques, quand je dis ça, c'est que ce sont des énergies qu'on estime toxiques pour soi et qu'on n'a plus envie de s'en imprégner. Donc on se détache, on prend du recul et de la distance par rapport à ça. On n'a plus envie d'être victime en tout cas de ce schéma-là ou de cette situation-là ou de cette personne-là. On n'a plus non plus envie d'être le bourreau, c'est-à-dire celle qui donne des conseils pour que l'autre puisse sortir de ce rôle de victimisation. Et on se place en tant que bourreau parce que finalement on est un petit peu la méchante ou le méchant dans l'histoire parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on montre son opposition avec peut-être un petit peu de violence, un petit peu de colère. Mais en tout cas, cette colère-là, c'est toujours bon de se demander mais pourquoi finalement cette personne-là ou cette situation-là réveille autant de colère chez moi? À quelle colère ça fait écho finalement? Et ça va faire 99% de chances que ça fasse écho à une colère pardon, que vous avez vécue vous et qui du coup cette situation remet, en tout cas refait ressortir. Et on n'a plus non plus envie d'être dans la position de sauveur parce que au fil des expériences, en tout cas je parle pour moi, on finit par conscientiser que personne ne peut se sauver à part soi-même. C'est-à-dire que je sais qu'en tant que, par exemple, qu'accompagnant dans la relation d'aide,
Je ne peux aider personne si la personne elle-même ne veut pas se sauver. Donc si la personne veut rester dans son rôle de victime, parce que ça lui donne de l'attention, ça lui permet de combler un besoin, en tout cas, dont elle a besoin, ce rôle de victimisation, elle ne voudra pas se sauver. Et même moi, en tant qu'accompagnant dans la relation d'aide, je pourrais faire tout ce que je veux ou ce que je peux, je n'arriverai pas à la sauver. Donc ça, je sais aussi respecter mes propres limites, c'est-à-dire que quand je me rends compte que la personne n'a pas forcément envie d'être sauvée, je ne vais pas me placer en tant que sauveur parce que la personne ne peut se sauver qu'elle-même. Donc ça, voilà, c'est pour schématiser un petit peu les situations qu'on peut vivre dans notre quotidien, dans notre chemin de vie et qui peuvent faire réveiller quelque chose en nous. Le but de notre existence sur cette terre, c'est quand même d'atteindre l'amour inconditionnel de soi et encore mieux l'amour inconditionnel des autres, c'est-à-dire, en fait, pour faire la différence et pour éclaircir un petit peu ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que quand on est bien avec soi, qu'on est aligné et qu'on s'aime véritablement, on s'aime par amour et pas par peur. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer par amour, s'aimer inconditionnellement et véritablement, ou aimer véritablement ou inconditionnellement quelqu'un d'autre? C'est l'aimer et s'aimer soi sans condition. C'est-à-dire, c'est que à un moment donné, on prend conscience que déjà la personne la plus importante dans notre vie, c'est nous, et que personne ne nous sauvera à part nous-mêmes, que le bonheur, ça peut venir que de soi. Et ça en est de même pour la personne qui est en face. Quand on travaille en fait cet amour inconditionnel de soi et des autres, on est dans l'amour véritable. C'est-à-dire qu'on respecte son espace, mais on respecte aussi l'espace de l'autre. On apprend aussi à respecter le fait qu'on est tous simplement humains. C'est-à-dire humain, on est fait en fait d'émotions, on est fait de limites, on est fait de peur, de blessures. Et si l'autre personne en face vient réveiller quelque chose chez nous, plutôt que de la juger, de juger ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, de juger son comportement, de juger la personne qu'elle est, on va regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette personne vient réveiller en moi? Quelle blessure elle vient activer? Quelle blessure je vais avoir d'activer? Est-ce que je vais, dans cette situation-là, je vais me sentir blessée dans le sens, est-ce que si je lui dis ce que je pense d'elle ou de son comportement, est-ce que je vais me sentir rejetée? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai peur d'être trahie par cette personne? Est-ce que j'ai peur de la trahir si je fais ça ou si je fais ça? Est-ce que j'ai peur d'être manipulée, de me sentir manipulée? Est-ce que j'ai peur pour moi d'être abandonnée dans cette situation, d'être abandonnée par cette personne si je ne fais pas telle ou telle chose? Est-ce que j'ai peur de l'injustice? Est-ce que si je me permets de dire ça et ça à cette personne, est-ce que je ne vais pas me sentir injuste envers elle? Est-ce que l'autre ne va pas me juger aussi injuste envers elle ou envers lui? Je dis elle à chaque fois, c'est pas forcément que je parle d'une femme, hein, c'est vraiment la personne en fait qui vient réveiller la chose. Voilà, ça sera plus simple pour moi. Est-ce que je vais me sentir humiliée? Est-ce que si je lui dis le fond de ma pensée, est-ce que je vais avoir peur de l'humilier, etc. Donc en fait, on se rend compte que derrière chaque situation où on n'ose pas être soi-même, où on n'ose pas dire les choses comme on le voit,
on n'est pas responsable de soi. Ça veut dire qu'on prend en charge la responsabilité, on prend en tout cas la responsabilité de l'autre et de son propre bonheur. Et là, on vient appuyer sur le sujet parce que c'est des notions que j'aime bien en fait partager parce que je vois beaucoup de personnes, et moi, hein, je l'ai vécu aussi, on se laisse bouffer par ces notions de culpabilité ou de ne pas dire les choses par peur de ne pas faire les choses par peur de. Et j'entends souvent les gens me dire, pas tout le monde, mais ça arrive, je l'entends encore, me dire, oui, mais de toute façon, toi, tu penses qu'à toi, t'es égoïste, tu fais ce que tu veux, ou tu dis les choses, mais tu penses pas, ou en tout cas, tu ne prêtes pas attention aux conséquences que ça peut avoir, si ça va blesser l'autre, etc. J'ai appris à me détacher de ce jugement-là aussi parce que je sais que ça réveille quelque chose chez la personne qui a besoin d'attention, qui a besoin de compassion, qui a besoin d'empathie et qui, dans ce jugement-là, a besoin de ma compassion, de mon empathie. Et à ce moment-là, c'est pas le besoin que j'ai. Moi, le besoin, c'est de m'écouter et de dire les choses. Si ça réveille quelque chose chez l'autre, c'est qu'il y a une blessure qui n'est pas encore guérie, tout comme j'arrive à être encore en réaction euh, par rapport à des situations. Je n'ai pas la prétention de dire que toutes mes blessures sont guéries, mais en tout cas, ça fait 15 ans que je fais de la thérapie, donc j'ai eu le temps de travailler sur moi et donc d'être de moins en moins en réaction par rapport à des situations ou des personnes qui viendraient appuyer sur mes blessures dominantes, on va dire. Mais ça arrive encore, mes guides sont toujours généreux pour me placer sur mon chemin des petits tests pour savoir encore où j'en suis dans ma guérison des blessures. En fait, dans ce schéma-là, on prend conscience qu'on est responsable que de soi, de son propre bonheur. Donc, on arrête d'être dans le jugement aussi de l'autre. Ce qu'elle vit, ça lui appartient. Si elle le vit, c'est pour une raison, même si la raison ne la voit pas forcément de suite. En tout cas, même si c'est une situation qu'on estime être désagréable, cette situation sera élévatrice pour la suite, pour son évolution de la personne. Donc, on doit plus se recentrer sur soi et se poser plutôt la question, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? À quoi ça fait écho cette situation-là où quand je vois cette personne-là, j'ai envie d'être en réaction. Qu'est-ce que ça réveille chez moi en fait? Qu'est-ce qu'elle fait ressortir chez moi comme émotion? Et à quelles émotions ça peut faire écho à une situation que j'ai vécue, que j'ai mal vécue et qui finalement n'est pas encore cicatrisée. Donc on n'est plus, quand on est dans l'amour véritable de soi et des autres, dans l'amour inconditionnel, on n'est plus non plus dans le jugement. On respecte ce que l'autre est en train de vivre parce que ça lui appartient et parce que ça a une raison à ce que la personne est en train de vivre. On n'est plus dans la culpabilité non plus parce que on sait que si on met nous aussi en réaction quelqu'un, c'est parce qu'il y a cet effet miroir qui est en place et que on va en ressortir grandi, ou en tout cas la personne va finir petit à petit par, par prendre conscience de ce mal-être qu'elle a et en tout cas de sa blessure qu'elle a encore à guérir à l'intérieur de soi. On dirige aussi sa vie et on quitte sa vie sans attente. Là, c'est important aussi cette notion de, j'aime beaucoup mettre l'accent sur ces notions-là, d'attente et d'entente. C'est-à-dire que quand on n'attend plus rien des autres, qu'on n'est plus dans l'attente que l'autre réponde à notre besoin, parce qu'on est devenu responsable de notre propre bonheur et qu'on a conscience en tout cas qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous sauver, nous répondre à nos besoins. On n'est plus dans l'attente que l'autre réponde à nos besoins. Donc déjà, on enlève un fardeau énorme à l'autre parce que quand on est dans l'attente, c'est comme si on disait à la personne en face de nous, je ne suis pas capable de m'aimer
Donc j'aimerais que tu le fasses à ma place, notamment pour les dépendants affectifs. Ça, c'est je ne suis pas capable de me donner de l'affection et de l'attention, donc j'attends que ce soit toi qui me nourrisse intérieurement de cette attention et de cette affection. Et si tu n'arrives pas à combler ce besoin-là, je vais être jaloux, je vais être tout le temps malheureux parce que tu n'arrives pas à combler ce besoin-là, toi. Mais en fait, c'est pas à l'autre d'avoir cette charge-là, c'est à vous de vous donner cette attention, cet amour, tout ce dont vous avez besoin. Donc on n'est plus dans l'attente, on crée une entente claire, c'est-à-dire prendre le temps de partager avec l'autre, notamment dans la relation de couple, dire ce que j'aimerais moi, pour nous, ce que j'ai besoin, moi, pour me sentir bien, pour me sentir heureuse, c'est ça. Respecter aussi et être capable aussi d'entendre les besoins de l'autre, c'est-à-dire être capable que l'autre vous dise ben moi, mon besoin pour moi, c'est ça, etc. Et dire c'est ok, l'entente elle est claire, donc si tu ne réponds pas à mes besoins, je ne suis pas dans l'attente, je suis dans l'entente. Tu m'as dit que pour toi c'était impossible, par exemple, de faire ça. Je l'ai accepté, je t'aime comme tu es, et je t'aime par rapport à... en tout cas, je t'aime par amour, je ne t'aime pas par peur ou par envie que tu répondes à mon besoin. Je te respecte dans tes limites à partir du moment où tu me respectes dans les miennes. Je ne sais pas si c'est très clair ça, mais ça aurait besoin aussi d'un long débat là-dessus. On donne pour le plaisir de donner, donc toujours sans attente, c'est-à-dire que j'en vois encore qui donnent ou qui font plaisir aux autres dans l'attente d'un retour. D'un retour dans le sens, c'est toujours dans ce besoin, dans cette attente de combler un besoin de reconnaissance, d'attention. Je vais faire plaisir aux autres parce que j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de flatter mon ego, j'ai besoin qu'on me dise oh, cette personne, elle est formidable, elle donne toujours tout, elle est toujours là pour faire plaisir aux autres, elle est toujours attentionnée. Mais, en fait, la personne, pas tout le temps, mais j'en croise beaucoup qui donnent dans l'attente d'une reconnaissance, c'est-à-dire ça peut être des discours qu'on peut entendre dire oh ben là, vu tout ce que j'ai fait pour elle, elle est même pas reconnaissante, ou j'ai essayé, alors dans les couples, ma femme est jamais contente, j'ai beau faire tout ce que je veux, lui offrir des bouquets de fleurs, des cadeaux, tout ça, elle est jamais contente, ça lui va jamais. Même pas un merci, ou elle a même pas remarqué, je sais pas, que j'ai passé l'aspirateur, voilà, tout ça. Parce que derrière, en fait, la personne va le faire, mais avec une attente derrière. Donc, c'est quand on aime véritablement sans condition, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire, parce que ça nous fait plaisir de le faire. Si je passe l'aspirateur ou si je fais la vaisselle, alors que dans l'entente, par exemple, du couple, c'était un tel qui devait faire la vaisselle et un tel qui devait passer l'aspirateur, et finalement, voilà, aujourd'hui, je me suis dit, ben, c'est pas à moi de le faire, mais je vais le faire. C'est parce que j'avais envie de le faire, pas parce que j'attendais que l'autre, en rentrant, me dise, ah super, merci, t'es formidable d'avoir fait ça. En plus, j'avais pas trop envie de le faire aujourd'hui, j'étais fatiguée, etc. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà l'idée de faire les choses sans attente, vraiment parce qu'on a envie de le faire. Donc c'est accepter, constater, même si je ne suis pas d'accord avec l'autre, même si je ne comprends pas mentalement le comportement de l'autre, ou je ne comprends pas ses attentes, je ne comprends pas ses besoins, euh, je les accepte parce que je me donne le droit
de créer une entente avec l'autre, de dire, moi je ne comprends pas, pourquoi tu as besoin par exemple de ça, pourquoi tu as besoin de ça, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, etc. Mais c'est ok pour moi parce que ça ne m'appartient pas, parce que ce n'est pas moi, et que moi, mes besoins, c'est ça, et que je souhaite que tu respectes aussi mes limites, mes besoins, sans jugement. Donc à partir du moment où l'entente est claire, où il n'y a plus d'attente, on arrive plus facilement à se détacher de ce que l'autre peut mettre en réaction. Donc on n'est plus dans une réaction, en tout cas aussi intense, on est plus détaché parce qu'on sait que on est fait chacun, l'un et l'autre, de nos blessures, de nos limites, de nos faiblesses, de nos besoins qui sont différents, de nos croyances, et on se respecte là-dedans chacun dans ce rôle-là. Quand on aime par peur, c'est-à-dire par amour conditionnel, on empiète dans l'espace de l'autre et on laisse aussi les autres empiéter dans notre espace. C'est-à-dire que, et là donc on va rejoindre cette notion de responsabilité aussi, on se permet de donner un jugement sur ce que vit l'autre et on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas respecter ses propres limites parce qu'on a peur d'être rejeté. C'est-à-dire que je vais laisser l'autre empiéter dans mon espace parce que j'ai peur pour moi que si je lui dis non, là c'est mon espace, je ne veux pas que tu y rentres, je vais avoir peur d'être trahi, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Et donc je vais mettre en place ce qu'on appelle des masques, où je vais contrôler mes émotions, où je vais me fermer, où je vais devenir dépendant de l'autre parce que je vais me laisser mener, mais je ne vais plus être véritablement moi en fait. Je vais critiquer ou je vais critiquer les autres parce que finalement ça va être plus simple pour moi de juger l'autre plutôt que de regarder à l'intérieur de moi ou de poser mes limites. Mais en fait, en critiquant l'autre, je vais me faire des propres critiques. C'est-à-dire que ce que je vais critiquer chez l'autre, finalement, c'est ce que j'accepte pas chez moi. Par exemple, ça va être oh ben cette personne-là, elle est tout le temps en train de sortir, de voyager. C'est à se demander comment dire, un exemple. On va schématiser très simple. Quand on va dire, oh, elle fait n'importe quoi. C'est franchement ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Euh, elle s'occupe même plus de son mari. Quand elle a envie de partir en vacances, elle part en vacances. Le mari reste tout seul. Et comment il va faire pour se préparer à manger, pour faire la machine et tout, pendant une semaine entière et tout ça. Et donc la personne va rentrer dans la critique, dans le jugement de cette personne-là. Au final, si elle regarde à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais en fait, moi aussi, j'aimerais me donner le droit de partir en vacances, de laisser mon mari seul pendant une semaine. Parce que si, peut-être que l'entente a été claire, à dire, voilà, j'ai besoin de partir une semaine, de couper, je te laisse faire ça et ça, parce que je t'estime capable de passer une semaine sans moi, parce que je n'ai pas de peur ni pour toi ni pour moi, et que je n'empiète pas dans ton espace, tu n'empiètes pas dans le mien, chacun se laisse l'espace nécessaire dont l'autre a besoin. Mais quand on critique, on est dans j'aimerais me l'autoriser, mais moi j'ose pas. Donc comme je ne m'autorise pas ça pour moi, on va m'envoyer une personne qui va me faire prendre conscience que moi aussi j'aimerais ça pour moi, mais je ne l'autorise pas. Je ne sais pas si c'est très clair.
On va avoir des attentes, mais il n'y aura pas d'entente au préalable. Donc là, c'est ce qu'on va créer souvent de la déception parce que l'autre ne va pas répondre à nos attentes. Et en même temps, ce n'est pas son rôle de base. On va aller décider pour soi ou pour l'autre, ce qui est bien aussi pour soi ou pour l'autre, sans vérifier si l'autre, c'est son véritable besoin. Par exemple, il y a des personnes où, en phase de séparation, par exemple, on va prendre l'exemple d'un divorce, la personne va avoir besoin d'être seule, de prendre le temps de faire son deuil, de se poser des questions sur soi, sur cette séparation, etc. Et puis, il y a des amis autour de cette personne qui va lui dire ben, allez, on sort et tout, ça va te faire du bien de voir du monde, de te changer les idées. Donc, allez, tu te prépares, ce week-end, on sort. Sauf que là, est-ce que tu as été d'abord vérifier le besoin chez l'autre? Est-ce que son besoin, c'est de sortir, de voir du monde, de penser à autre chose? Ou est-ce que son besoin, c'est de prendre le temps, de faire le deuil, d'être seul avec soi-même, de se poser les questions et d'avancer petit à petit? Voilà, là c'est ça, c'est décider quand on aime par peur, par condition, c'est on a une peur pour soi, c'est-à-dire que c'est des personnes où oh, si je le laisse tout seul, mais de quoi il va me juger? Je vais être par exemple l'amie qui ne va pas être là pour lui, pour elle, je ne vais pas... voilà, il y a une peur d'être jugé derrière. Donc on réagit par rapport à ses propres besoins, mais sans vérifier le besoin de l'autre personne en face. On donne aussi en espérant recevoir, donc ça on en a parlé tout à l'heure. Et quand on aime par peur, on se croit responsable du bonheur de l'autre et on croit que l'autre est responsable de notre propre bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être jugé égoïste ou égoïste. Voilà, on a peur d'être jugé égoïste si on pense qu'à soi. J'aime bien revenir sur cette notion d'égoïsme aussi parce que beaucoup de personnes pensent que être égoïste, c'est ne penser qu'à soi. Je vais changer un petit peu ça en disant que être égoïste, c'est justement l'inverse, c'est penser que l'autre est responsable de notre propre bonheur, lui mettre en charge cette responsabilité et donc lui donner un fardeau énorme parce que s'il n'y arrive pas, il va être frustré. Enfin, c'est un truc, c'est une charge incroyable à mettre sur les épaules de quelqu'un. Alors que quand on est responsable que de soi, quand on prend conscience qu'on est responsable de son propre bonheur, on devient justement le contraire de quelqu'un d'égoïste. Parce que on permet à l'autre d'être responsable aussi de seulement son propre bonheur. Je reviens juste sur une petite boulette que j'ai faite en début de vidéo quand je vous parlais du triangle d'Aslo, victime, bourreau, sauveur. Alors c'est pas le triangle d'Aslo, ma tête pensait aux besoins à combler dans les situations. Et ça c'est le triangle d'Aslo, les besoins qui nous font réagir de telle ou telle façon. Et le triangle dont je parlais, bourreau, victime,